Aujourd'hui, je suis encore en bonne compagnie. Quelle joie, quelle joie, quelle joie. On va parler féminisme, on va parler philosophie, et oui, parce que ça peut aller ensemble, on va surtout parler avec Mara Montanaro. Mara, c'est un peu dur de te présenter tellement tu fais tout, et avec cette impression incroyable que j'ai de déjà te connaître, alors qu'on se rencontre. Et où tu vois, mais où on s'est dit, tiens, on va se retrouver, ah non, on se rencontre, ah oui, ben en fait, on se rencontre enfin. Et où en même temps, voilà, on se connaît pas forcément. Tu es philosophe. Oui. Et tu fais cette chose qui est extraordinaire, tu fais de la philosophie féministe. Est-ce que déjà tu peux nous parler de ça? Oui, avant qu'on en arrive à ton livre, ton dernier livre surtout. Merci, d'abord merci beaucoup à toi, parce que c'était un grand plaisir de te connaître, même si c'était même te reconnaître, voilà, de quelque sorte, voilà, parce qu'on a eu cette impression du départ. Et ce que je fais, voilà, c'était ça, c'était mon enjeu, mon défi, c'était un peu, voilà, les choix de mon écriture aussi, de faire de la philosophie féministe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais dire, voilà, prendre une discipline comme la philosophie, qui pour moi c'est une des disciplines les plus misogynes, une discipline qui sur les plans symboliques, voilà, reste une sorte d'église, ouais, où la domination masculine est la plus forte, et que c'était quand même ma discipline à laquelle je suis née, je me suis formée depuis là plus que 20 ans, parce que je viens d'avoir 38 ans, donc ça fait... Ça, on sait tout. Ça fait 20 ans, ça fait 20 ans que j'ai choisi d'être et de vivre dans la philo. Mais j'étais pas à l'aise parce que c'était une philo qui c'était un canon, un corpus. Ouais. Fait. Donc là, ce que tu veux dire, c'est, bon, au niveau des auteurs, bien sûr, quand tu passes, je sais pas, de Kant à Descartes, bien sûr. à Vico, peut-être qu'on étudie plus. Tu as été plutôt formée en Italie? Oui, j'étais formée en Italie et en France, on peut dire, parce que j'ai fait ma licence, mon master 1, mon master 2 en Italie, et puis je suis arrivée en France pour mon doctorat. Et ce que j'ai fait pendant toutes ces années, justement, d'études, c'était toujours imposer des autrices, des philosophes femmes. C'est ce que je fais avec ma licence, avec Simone de Beauvoir et Lucille Garay, puis avec mon master 2 avec Judith Butler, avec ma thèse de doctorat qui porte sur Françoise Collin. Et qui a amené un premier livre, c'est bien celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'était un livre de Françoise Collin que j'ai préfacé. Oui, j'ai préfacé. Et, on va quand même le montrer parce que c'est quand même assez... Oui. Et mon premier livre, c'est justement sa monographie, la première monographie que lui ai consacrée, qui s'appelle Françoise Collin, une insurrection permanente de la pensée discontinue. Ouais, voilà. Donc ça, j'attendrai de tomber dessus à un moment, mais c'est prévu, c'est prévu. Et je connais très très peu Françoise Collin, donc qui est plutôt, elle, de quelle... Philosophe. Justement, c'était une philosophe et féministe, où elle est dévoilée, c'est tient dans son parcours. Elle était aussi écrivain, et elle était aussi à l'origine de la première revue féministe en langue française, on peut dire de la deuxième vague, voilà, pour aller vite, les Cahiers du Griffe, cette groupe qui vient de fêter ses 50 ans. Voilà. Et on va quand même saluer le travail d'au moins Caroline Glory, mais je pense qu'il me manque des noms pour animer quand même très fortement les 50 ans des Cahiers du Griffe. Parce que là, enfin, moi, pour suivre ça d'un peu loin, je suis quand même assez impressionnée par tout ce qui se passe autour de ça, donc je vais essayer de mettre des liens en description. Tout à fait. Faut le dire. Hein, Tout à fait, c'est génial, c'est que Caroline, et une autre fille a pu le faire. Vraiment désolée pour le nom qui échappe, voilà. Ça c'est l'impro. Voilà, c'est l'impro, parce que c'était, oui, parce que les contacts que j'ai, c'était surtout avec Caroline, et donc c'est un travail vraiment historique. J'ai le même biais d'être en contact avec Caroline, c'est la seule raison. Voilà. de l'occultation honteuse. Mais ça va revenir. Ça va revenir, parce que moi j'ai toujours un problème avec les noms. Et donc, pour quelle raison Françoise Collin Parce qu'on ne pense pas forcément à Françoise Collin. Françoise, c'était la rencontre, je veux dire, la rencontre la plus belle de ma vie. Françoise, c'est que j'ai toujours reconnu comme maîtresse à penser, j'ai reconnu comme la philosophe qui était pour moi, voilà, qui m'a autorisée, m'a légitimée à être philosophe et féministe à la fois. Les deux étant comme substantiels. Et pour quelle raison, voilà, donc faire de la philosophie féministe, c'est toujours un défi, voilà, car la philosophie reste, comme je disais, une emprise et une discipline masculine. Alors ça, on va peut-être le dire un peu plus pour comprendre ce que ça veut dire. Donc moi, je te disais, bon, mais ça, c'est lié par exemple au corpus qu'on étudie, mais ça n'est pas lié qu'à ça, en fait. C'est aussi des façons de faire de la philosophie. Tout à fait. C'est lié au sujet philosophant et au sujet philosophique, qui était toujours un sujet apparemment neutre, mais qui est toujours un nom blanc, européenne notamment. Donc quand tu dis le sujet, c'est pas le sujet que l'on traite, c'est plutôt en fait le locuteur du texte finalement. Voilà. C'est qui parle et qui est
l'énonciateur ou la voix énonciative, on va dire l'énonciateur pour le coup, Si. de ces textes philosophiques. Je me souviens que Christine Delphi, dans la préface de Classé Dominé, reprend comme ça, par exemple, le narrateur des méditations métaphysiques. Déjà en disant, il y a quelqu'un qui parle dans la méditation métaphysique, qui dit « je ». Voilà. Je pense donc je suis, mais c'est ce jeu-là, c'est un jeu qui n'a pas besoin d'être entretenu, de faire à manger, il peut juste penser comme ça de façon abstraite. Mais cette abstraction, en fait, est une occultation des conditions de vie, des circonstances, du travail domestique. Voilà. Tout à fait. Donc c'est à peu près ce genre de choses, déjà que tu veux dire. Absolument, je vais dire ça, je vais dire aussi l'effet qui est dans les corpus philosophiques traditionnels, tu vois, les corpus qu'on étudie, voilà, les corpus eurocentriques, il y a un corpus qui est fait justement par des hommes, voilà, des hommes, des philosophes, où l'enjeu, justement, il y a aussi une coïncidence entre les catégories symboliques du féminin et du masculin, et en effet, les sexes véritablement empiriques aussi. C'est un homme qui parle, c'est un homme, justement, faussément abstrait, tombé dans les coins. Et donc là, tu veux dire que le fait d'avoir tous ces hommes qui font de la philosophie, qui se déclarent abstraites et neutres, en fait, on sent que ce sont des hommes quand on les lit, et qu'on apprend à les repérer. Tout à fait. Oui, il y a donc... Ah, mais moi, je suis là pour te dire, attention, nous avons des abonnés qui ne sont pas philosophes. Nous n'aimons pas forcément les philosophes. C'est Julie Mazel-Glavasse qu'on évoquait tout à l'heure disait notamment ça, enfin c'était aussi un de ses chevaux de bataille, cette question de, dis donc, la philosophie comme bastion masculin, tu vas parler d'église, on parle parfois aussi de citadelle, voilà, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, la fausse abstraction, mais moi je trouve aussi donc, qui occulte, mais qui écrase également. Écrase, invisibilise, refoule la présence des femmes, où elle est juste, sont juste renvoyées à la question des femmes, en effet de nature, où le fait de penser, d'écrire et de faire de la philosophie, t'es autorisée comme une commentatrice. Donc tu peux voir que là il y a un enjeu c'est une difficulté qui s'y redouble, parce que t'es pas seulement femme, mais t'es aussi féministe. Ouais. Donc, alors attends, sur le côté commentatrice, on va quand même le préciser. En philo, globalement, on peut être historienne de la philosophie. Oui. Donc là, on va plutôt du côté du commentaire d'autres textes, expliquer, je sais pas moi, la Providence chez Malebranche. Voilà. Par exemple, ça c'est vraiment l'histoire de la philo. Je prends volontairement des sujets assez caricaturaux, mais bon, mais ça existe et c'est passionnant. L'histoire de la philosophie arabe au Moyen-Âge, c'est passionnant. Enfin, voilà, et on en a besoin, hein, c'est pas aussi une façon de dire que les choses n'existent pas. Et tu as une approche qui est plus conceptuelle de la philosophie. Voilà. Et, qui est plutôt les miens. Voilà. Comme ça, non, mais ça permet de te situer. Et donc là, finalement, on va avoir plutôt tendance à mettre à repousser les femmes du côté des sujets. Toi, que tu appelles du commentaire, donc en France, si je comprends bien, on ramène plutôt à l'histoire de la philosophie, donc commentaire de grands auteurs. Dans ces grands auteurs, on a bien compris que ces auteurs ne sont pas des autrices. Voilà. Presque jamais. Et quand ce sont des autrices, ce sont souvent des autrices qui écrivent comme des hommes. Voilà. Anna Arendt, peut-être, c'est un peu bien compliqué, sûr, mais je pense que c'est vraiment tout à un fait. exemple. Il y a aussi, c'est un exemple tout à fait parlant, parce qu'il y a aussi cet enjeu-là. Il y a l'effet, justement, d'assumer de manière inconsciente ou pas, voilà, mais d'assumer une position, qu'on peut dire, une position phallique de la pensée. Ouais. Le fameux Mel Gay, si on parle du style, et toi tu es sur un autre, donc quand tu dis phallique, ça ramène aussi au phallogocentrisme de Derrida et d'Anne Sixou. Ah non, mais on va tout expliciter, le phallogocentrisme, j'en parlais un peu dans la vidéo consacrée au rire de la Méduse, en rappelant cette étrangeté que dans le même numéro de l'Arc, consacré à Simone de Beauvoir, on avait le rire de la Méduse d'Hélène Sixou, et pour un féminisme matérialiste d'une certaine CD, alias Christine Delphi. Et je trouve ça cette ambivalence est tellement représentative de la deuxième vague et encore de nos ambivalences actuelles. Tout à fait. Et je trouve ceci très important, tu vois, que là on montre comment les savoirs ensemble, ça montre toute la difficulté, tout aussi les enjeux, les différences, mais aussi l'importance d'écriter, et on dit toujours de couper les cheveux en quatre, tu vois, dans la pensée aussi, et puis ça devient aussi des manières différentes de militer, des manières différentes d'être féministe, voilà, avec tous les... je dirais, avec tous les... alors Pascal, toi tu proposes de philosopher en féministe. Voilà. Mais philosopher en féministe, ça ne veut pas dire juste être femme et être engagée, par exemple, dans une association féministe, enfin d'un point de vue biographique, c'est pas du tout ça, ça qu'il s'agit, mais ça va amener un autre rapport au savoir, au concept, une autre façon de penser le concept, et donc ça amène ce livre, et donc on va le montrer dans ces 2 éditions, parce que ça c'est quand même magnifique, qui est Théorie féministe voyageuse, et donc ça c'est mon exemplaire absolument massacré, parce que mon sac à dos a pris l'eau. Il
sont beaux quand même. Hein. Ils sont beaux. Alors, déjà, donc, on va quand même rappeler le sous-titre, Internationalisme et coalition depuis les luttes latino-américaines, pardon. Oui. Alors, peut-être déjà, faut-il dire quel est le contexte d'écriture de ça, pourquoi 2 livres qui sont le même, et après on va rentrer dans le livre. Bien sûr. Enfin, en entonnoir, c'est un peu comme ça qu'on enseigne la dissertation. Si, alors, les contextes d'écriture, donc la genèse d'écriture de ces livres. Parce qu'il est trop beau. Si, ce livre, en effet, c'est l'inédit de mon HDR. En effet, mon HDR, c'était mon habilitation à diriger des recherches que je viens de soutenir en juin 2023. Alors, l'HDR, on en a besoin. Normalement, on le passe plutôt quand on est maître ou maîtresse de conférence ou chargé de recherche. Tout à fait. Donc, dans des postes fixes en France. En tout cas, c'est comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, éventuellement, avec les tenure track, c'est-à-dire les chaires en professeurs juniors qui sont censés déboucher sur des HDR. L'HDR, c'est le plus haut diplôme de l'institution universitaire française parce que c'est celui qui te permet de devenir directeur ou directrice de thèse. Tout à fait. Et toi, tu es un peu une nouveauté qui est liée aux circonstances très matérielles voilà, de ça. Alors, et donc l'HDR, c'est une synthèse, ça reprend ton parcours, tu refais une soutenance de thèse, hein, c'est un peu vraiment une deuxième thèse, c'est complètement une deuxième thèse. Tout à fait. Alors moi, je n'ai pas fait ça, donc mais... Tout à fait, c'est une autre thèse, c'est une autre soutenance. En effet, tu écris, tu es censé écrire un inédit, tu es censé présenter un recueil. Donc, inédit, c'est-à-dire un texte inédit, nouveau. Un texte inédit, voilà, nouveau que tu n'as pas publié. Ouais. Jusqu'à maintenant. Je t'explicite tout, hein, là. Puis tu es obligé à faire une sorte de ce qu'on appelle une autobiographie intellectuelle. Ouais. Donc une synthèse, une note de synthèse de ta vie, mais pas de ta vie privée, mais de ta vie justement intellectuelle, de tous tes champs de recherche que tu as pu développer, ouvrir pendant toutes ces années-là. Et puis les recueils de tous justement les articles et les livres que tu as déjà publiés. Donc c'est vraiment un parcours, et un parcours important quand même. Si, que ça prend énormément de temps et tu consacres, voilà, c'était, ça, comme tu disais, voilà, c'était en étant les plus hauts diplômes dans le système universitaire français, ça permet de... Donc au-delà du doctorat, parce que tu passes pas d'HDR sans doctorat. Voilà, c'est ça. C'est quand même logique, tu vas pas encadrer des thèses si tu n'en as pas. Voilà. Et ça commence à arriver ça, quand on voit les recteurs et tout. Mais c'est une autre question. Mais justement, c'était la question que justement tu posais. C'était tout à fait important de les souligner parce que ça me permet de revenir aussi aux conditions. C'est qui est au centre de mon livre et c'est au centre aussi de ma vie parce qu'il y a une cohérence entre ce que j'écris et ce que je fais. Les conditions matérielles de vie. En effet, j'ai passé cet HDR en n'ayant pas un poste à l'université. En n'ayant pas un poste. Ce qui est rare, mais qui commence à se répandre comme fonctionnement. C'est qui commence à se répondre, vu les conditions, que, voilà, parce que je ne suis pas la seule dans cette condition, mais on est justement s'interroger sur qu'est-ce que ça va dire faire de la recherche tout en étant précaire. Et voilà, ça va dire continuer à travailler dans des conditions qui ne sont pas des conditions favorables pour aller vite. Et on passe à des choses plus agréables comme était l'écriture du livre, parce que l'écriture du livre en effet était un moment, je dis toujours, cet livre porte la joie aussi de la complicité qui s'est créée pendant l'écriture avec moi et mes éditeurs, qui étaient les éditeurs d'abord québécois et puis français, parce que le livre est sorti d'abord mai 2023 aux éditions de la rue d'Orion. Celui-là. C'était cette édition. Et puis, en France, justement, il a été publié, diffusé avec les magnifiques éditions Divergence, avec toi aussi. On devient collègues. Voilà. Parce que toi aussi, tu es justement déjà publié avec Divergence. C'est pas un livre d'HDR, mais ça a été écrit directement pour Divergence. Voilà. Enfin, et donc, on voit comme ça, voilà, les circonstances ça sont différentes. Mais ça amène des textes. Donc, toi, ça t'amène un texte qui est assez dense, mais qui est quand même travaillé pour le public. Si. Oui. Très différent de ton inédit. Tout à fait, c'est complètement différent de mon inédit, parce que bien évidemment, ça a pris plus que 6 mois, 9 mois de relecture, des commentaires. C'est ça que j'ai dit, les plaisirs de l'écriture, et c'est les plaisirs aussi d'un travail d'édition, un travail qui est tout fait avec tes éditeurs et ton éditrice, pour les modifier, pour les rendre accessibles, pour faire qu'ils soient en sort. C'est ça mon but, c'était une écriture féministe de la philosophie, mais qui soit aussi une boîte à outils. Pour aussi pour qu'on s'en empare. Voilà, pour celles et ceux qui voilà, sont pas dans la philosophie mais peuvent s'en saisir comme on s'est saisi des concepts. Voilà, c'était ça un peu l'idée. Ça me parle énormément parce que c'est vraiment comme ça aussi que j'ai pensé mon essai, mais je pense que ça se sent
quand on nous lit qu'il y a cette dimension, alors ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais il faut quand même se rappeler aussi que penser n'est pas une chose facile, et donc c'est logique que ça ne soit pas toujours facile à lire. Là, tu vois, par exemple, mes grands-mères qui ont lu toutes les deux, et ma thèse et mon essai, et ce sont des femmes qui ont arrêté l'école à 12 ou 14 ans. Donc c'était quand même pas facile, mais je leur avais promis que l'essai était plus facile parce que j'étais sincère en le promettant, et elles m'ont toutes les deux dit que ça n'était pas plus facile, mais parce qu'en fait, le féminisme n'est pas facile parce qu'il amène un décalage. Tout à fait. Donc, tu vois, peut-être que la langue était plus facile, mais ça a amené des façons de penser qui leur étaient tellement infamilières que c'était difficile. Et donc là, ça dépend aussi d'où vous vous situez dans un parcours féministe, par rapport aux enjeux intellectuels. Enfin, en tout cas, moi, je peux dire, c'est un livre qui m'a pas beaucoup endormi, ce qui en ce moment est quand même une sacrée gageure. Par le matériel, en ce moment, je m'endors. C'est un peu triste. J'ai dit, attendez la vidéo sur Rava, il faut attendre que j'arrive à lire le soir avant de dormir pour avoir la vidéo. Bon, en tout cas, moi je l'ai trouvé alors exigeant intellectuellement, accessible au niveau de la langue. Pour moi, le pari est vraiment réussi. Et essentiel au niveau de la pensée, et essentiel à toutes les étapes de la pensée. Et donc là, on va commencer à rentrer dans le bouquin. Maintenant qu'on sait ça, et que c'est un véritable cadeau d'avoir un inédit d'HDR rendu accessible comme ça, avec le boulot que cela comporte, sur 2 continents en même temps quand même. Si. Moi, je suis extrêmement admirative de ce que tu as réussi à faire là. Merci. Il faut le dire. C'est merci, mais je te remercie infiniment, mais voilà, je pense que c'est pas que mon mérite, je pense que j'étais bien accompagnée. Mais ça, on peut le re-souligner. Alors, donc, c'est plutôt avec les éditions de la rue d'Orion que tu as été accompagnée au moment de l'écriture. Oui. Parce que l'ouvrage est d'abord arrivé là. Si. Et puis avec aussi... Eh bien, donnons les deux. C'était qui avec Camille et Claude. Avec Camille et Claude, Camille Léonard et Claude Riot, de la rue d'Orion. Parce qu'on se rappelle, l'écriture, c'est toujours collectif. Bravissima. Le fait d'avoir un auteur, une autrice et des éditeurs, éditrices, ça ne veut pas dire que les éditeurs deviennent les auteurs, tu vois, c'est pas... Mais par contre, les auteurs, ils bossent avec les éditeurs, et quand ça se passe bien, c'est formidable, quoi. Et puis après, par la suite, avec Antoine et John de l'édition Divergence. Donc c'est vrai que c'était justement... Il y a eu un retravail encore. Il y a eu un retravail, il y a eu des échanges, voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'était aussi ça, voilà, parce qu'à un moment donné, c'est vrai on pense et on écrit toujours de manière collective. C'est vrai que même si l'écriture, c'est un travail, je dis toujours, très très solitaire, c'est un travail qui se passe dans la solitude, on le sait très bien, mais c'est vrai que ça, c'est important à souligner parce que fait partie aussi d'un type d'écriture. Et pour moi, c'était une écriture qui c'était bien évidemment philosophique, mais militante, dans le sens où il devait y avoir forcément une cohérence entre ma vie et mon écriture, ma vie et ma pensée. Donc. Et puis le propos, son accessibilité. Bravo. Si, c'était aussi ça. Extrêmement important. Et bon, on va... Alors, et tant qu'à faire, moi je vais quand même aussi remercier Zoé Teval qui t'a interviewé pour Diacritique. J'ai relu l'interview ce matin. C'est vraiment une belle interview. Si. Ça faisait du bien de la relire. J'étais contente quand je l'avais lu. Alors, j'avais pas encore attaqué ou juste attaqué ton... Moi, je dis plutôt ton essai d'ailleurs. Peut-être que toi, tu dis pas essai. Moi, je l'appelle mon bébé, mais... Oui. Ça fait bizarre si je dis que j'ai attaqué ton bébé quand même. C'est ça. En même temps, j'étais au spectacle de Rebecca Chaillot samedi. Finalement, on attaque des bébés. Il y avait aussi ça. Mais c'est vrai, essai, je pense que c'est les mots les plus justes. Ouais. Voilà. J'aime beaucoup son titre. J'aime beaucoup son pluriel. Peut-être qu'on peut commencer d'ailleurs par ce titre, même avant le sous-titre. Mais déjà, Théorie féministe voyageuse. Au pluriel. Je rappelle, je le dis souvent sur cette chaîne, le pluriel c'est toujours plus concret finalement que le singulier. Et je crois que déjà dans le pluriel, il y a ce décalage entre la philosophie, on va dire hégémonique, et quelque chose comme de l'ordre, non pas d'une, mais deux philosophies ou des philosophies féministes, parce que des philosophies féministes, tu as cité Françoise Collin, mais il n'y a pas qu'elle. Bien sûr. Il y a toute une généalogie, une constellation que je mobilise, mais l'idée du pluriel, pour moi, c'était essentiel. Parce que je pars de présupposer qu'il n'existe pas un féminisme au singulière, mais le féminisme est pluriel. Le féminisme est une multitude de pratiques, des luttes, une multitude de théories, et donc des théories pratiques et des pratiques théoriques qui sont pas toujours en accord, comme elle dit d'ailleurs aussi Véronica Gago dans sa préface. Il s'agit aussi pour moi vraiment d'être dans les conflits, de montrer comment c'est une langue conflictuelle le féminisme, mais c'est à partir de cette
prise en compte qu'on peut avancer. Donc on peut avancer dans la pratique et dans la théorie aussi. Quand tu dis conflictuel, ça veut dire que ce sont des théories de lutte, oui. mais qui peuvent aussi être au moins paradoxales, voire contradictoires les unes avec les autres. Tout à fait. Alors peut-être qu'on va quand même revenir au titre d'abord, parce qu'en fait l'idée de théorie voyageuse, voilà, elle a une histoire aussi. En histoire aussi, bien évidemment. En effet, je vais prendre d'abord les concepts de traveling theory. C'était un concept que j'ai pris à Edouard Saïd. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? J'applique l'idée des concepts et des théories qui voyagent, donc de ce voyage conceptuel et de cette théorie en voyage, au féminisme. Et notamment, mon angle d'approche, mon ancrage géopolitique, on peut dire, dévient est l'Amérique latine. C'est un choix pour des raisons bien évidentes à tous ceux qui on est mais il faut qu'on le dise parce qu'on n'a pas d'évidence, nous on va tout dire. Je vais le dire, voilà. Parce que depuis 2015, on peut dire, voilà, c'est en suivant la scène féministe mondiale, ce qui m'a paru évident, c'était que la révolution féministe, une révolution en cours, est en train d'advenir en Amérique latine. Donc c'est vrai que je les précise aussi, j'aurais pu choisir bien évidemment des autres constellations et généalogies, mais j'ai choisi l'Amérique latine parce que c'est aussi pour des relations affectives. Ouais. Toi tu allais déjà en Amérique latine à ce moment-là? C'était ça justement, je ne suis jamais allée en Amérique latine. Tu n'as jamais allé du tout? Jamais allée du tout, et pour cette raison, c'est que j'ai trouvé intéressant comme opération parce qu'il s'agit de faire voyager des concepts. Puis, ce qui m'a paru aussi, c'est que j'étais très contente des retours justement des camarades argentines, chiliennes qui ont lu les bouquins et qui m'ont dit justement qu'ils avaient l'impression que j'étais là. J'ai participé aux luttes. Ouais. Alors, je pense pas connaître du tout aussi bien ces luttes aussi bien que toi. Pour le coup, j'ai une amie. Alors en fait, 2015, c'est passé la première grève où il y a Menos. Et la révolution féministe en cours, elle part de la lutte contre les féminicides. Donc Uniamenos, pas une de moi. En fait, j'ai une amie qui était à Uniamenos en 2015 et qui m'a raconté à quel point ça a été révolutionnaire à vivre aussi, tu vois, comme expérience. Et c'est vrai qu'on a une dimension expérientielle, tu vois, d'expérience qui est extrêmement importante là-dedans. Alors, donc, finalement, et c'est là aussi où on voit qu'on peut soi-même se situer ailleurs, ce qui ne veut pas dire qu'on est dans la position qui serait délirante, de se croire en Amérique latine quand on n'y est pas. Non. Mais qu'en revanche, on peut suffisamment s'intéresser et travailler sur quelque chose pour permettre toi, tu parles de théorie voyageuse. Moi, dans mes approches au niveau littéraire, on parle beaucoup de transfert culturel, transfert conceptuel, transfert méthodologique. Et là, on a aussi des transferts internationaux. Et je crois que ces questions des théories voyageuses, elles vont aussi avec cette question du transfert, du passage géographique, intellectuel. Et tu as beaucoup aussi insisté sur théorie et pratique. Oui. Et peut-être qu'on va revenir sur théorie et pratique. Tout à fait. Non, mais ça m'a fait plaisir que tu parles du conseil des transferts parce que c'était justement, dans Théorie féministe voyageuse, il y a un transfert, il y a une circulation, il y a des voyages justement conceptuels. Et toi-même, pour le coup, tu fais ce transfert. Je l'ai fait, en faisant venir les choses pour permettre une pensée qui ne t'amène pas à penser à la place des féministes latino-américaines. Voilà, parce que ce qui m'intéressait justement, c'était de faire attention à chaque moment à éviter ce que j'appelle toujours en m'appuyant sur Gayatri Chakrabarti Spivak, une féministe postcoloniale indienne, et Chandra Mohanty, ce que j'appelle une violence épistémique et les effets d'un colonialisme discursif. Donc pour éviter tout ça, il ne s'agissait jamais de parler à la place, mais de voir comment ces concepts sont complètement retravaillés, resignifiés une fois qu'ils sont déplacés. Par exemple, comme je les montre par les concepts des grèves, donc comment elle était resignifiée à partir de la grève féministe internationale de 2015, les concepts de travail, les concepts de travail reproductif, c'est nous les femmes, donc ces sujets de féminisme, ces sujets politiques, mais aussi je l'ai fait par un concept comme le concept des corps territoires, qui par contre c'est un concept qui naît, un concept collectif, une idée force qui naît en Amérique latine, et par contre c'était intéressant pour moi de montrer ces effets de retour une fois qu'on les déplace dans nos luttes. Donc, tu me disais... moi, je disais sur le rapport théorie-pratique, voilà. Comment, finalement, déjà, ça mène à avoir des concepts. C'est pour ça que je disais, dans le titre, depuis les luttes latino-américaines, mais le depuis est extrêmement important, parce qu'en fait, il te situe dans une recherche, bien plus que dans une biographie, dans une façon de te positionner en tant que chercheuse, philosophe,
Et depuis, il amène aussi ce transfert entre théorie et pratique. En fait, il ne s'agit pas d'avoir des théories ou des concepts qui soient abstraits, mais ils naissent des pratiques. Ouais. C'est intéressant, c'est que voilà, personne avait pointé l'attention sur Desplis, mais tu as tout à fait raison. Même moi, je n'avais pas pensé, mais c'est vrai. Ça, c'est vraiment pour me flatter, moi un éventail. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est intéressant de travailler avec quelqu'un qui travaille précisément la langue. Ça fait du bien parce que ça te permet, toi, de revenir ce qui est au fond, au cœur de mon travail. L'idée qu'il ne s'agit jamais d'une philosophie désincarnée. Moi, je dis toujours, on a quoi faire avec des corps, des théories, une temporalité incarnée. Donc, l'idée d'une théorie pratique et d'une pratique théorique, pour moi, signifie pas s'appuyer, signifie toujours que c'est des théories qui partent, sont matérialisées dans des expériences vécues, dans des analyses ces analyses-là sont jamais désincarnées, donc ils partent des expériences des luttes. Ils peuvent pas se faire ces analyses-là sans ces luttes. Donc les luttes viennent toujours, on peut dire, cet élément fondatif, voilà. Et donc on va être sur des moments qui sont des points de départ, qui vont être des moments de réveil. Moi, tu sais, une de mes grandes questions, c'est comment on pense ce qui n'est pas théorisé. Et toi, en fait, tu montres que il faut pas attendre la théorisation pour penser, mais qu'on pense en agissant. Oui. Et que les deux vont ensemble et que les deux sont collectifs, en fait. Oui, tout à fait. Je pense que ça résume parfaitement mon propos. Je n'ai pas pu le dire mieux. Alors, tu as une très belle préface de Véronique Agago. Oui. Tu vois, là, je reprends un peu le texte dans l'ordre. Véronique Agago, elle a aussi été publiée chez Divergence pour la puissance féministe. Je ne l'ai pas encore lue, mais je vais me rattraper. Si. En tout cas, tu donnes très très envie de la lire. Si. Donc c'est merveilleux que tu sois aussi chez Divergence, enfin toi, et qu'il y ait comme ça ce... Il y a justement cette constellation qui s'étisse, que c'était, voilà, je trouve... Mais je dis toujours, Véronique, c'est une de mes interlocutrices, mais c'est aussi une amie, aussi privilégiée, car je trouve sa pensée vraiment d'une cohérence radicale, d'une cohérence et d'une puissance, justement, comme elle dit de son livre, sur la puissance féministe, sur le désir de tout changer. Donc c'était vraiment une des féministes avec lesquelles je dialogue les plus dans les livres. C'est elle aussi, je peux dire à un moment donné, que je pense m'a donné envie d'écrire ce livre, parce qu'en 2019, c'était 2018-2019, son livre n'était pas encore traduit. Et moi, je me souviens, à l'époque, j'ai donné cours et j'ai traduisé des morceaux, des extraits de son livre à mes étudiantes, à mes doctorantes, pour qu'ils puissent se saisir, parce que je pense que... Voilà, et parce que toi, tu fais déjà circuler les théories... Voilà, peut-être c'était déjà dans mon... Tu avais déjà la pratique du transfert de la théorie, de la circulation. C'est vrai. Ce que ça amène. Et je veux quand même lire ce passage de Véronique Agago, je suis page 9 et 10. Suivant cela l'enseignement d'Audre Lorde, Mara Montanaro formule une hypothèse. La philosophie universelle du maître ne peut être démantelée avec ses outils. Ainsi, la philosophie féministe se ferait un chemin entre la revendication de son expérience singulière et le rejet des lettres de créance qui lui donnerait une chambre à soi dans l'universel. C'est quand même vachement beau en plus. Elle a besoin encore et encore de faire l'exercice anticolonial, de critiquer l'eurocentrisme et de réfuter un savoir neutre qui masque les hiérarchies. Elle a besoin encore et encore de mettre en jeu des corps et des territoires et pas seulement de justifier son existence théorique. Et donc finalement, plutôt que de dire il faut être anticolonial, décolonial, postcolonial, tu dis faisons-nous. Voilà. Et donc regardons ce qui se passe ailleurs. Donc tu es allé chercher ce qui se passe ailleurs, au moins par les textes, et j'imagine aussi des reportages, des choses comme ça. Enfin... Oui, pour moi, il s'agissait vraiment d'un geste. Voilà. C'était les gestes véritablement décoloniaux que je pouvais accomplir dans mon travail. C'était me déplacer. Voilà, me déplacer, me destituer. Et pour me déplacer, me destituer en tant que philosophe, je ne pouvais que les faire qu'avec des concepts. Donc voilà, des concepts bien situés, bien ancrés dans des pratiques de lutte, donc dans des mouvements, dans des luttes, dans des expériences concrètes. Et pour moi, voilà, c'était l'Amérique latine, c'était ce qui m'a permis de faire cette opération-là. Et aussi, voilà, je pense qu'on a beaucoup à... non seulement à apprendre, j'aime pas trop ces mots, mais on a beaucoup, voilà, à révolutionner notre vie à partir de notre manière de faire la philo et mais même de penser, d'être au monde à partir de ces transferts, comme tu l'as dit très bien, des transferts qui s'opèrent de manière permanente, voilà. Oui, parce que ça nous transfère, le transfert nous amène aussi
enfin, nous bouge dans le dedans. Et Voilà. c'est ce qui permet aussi de bouger le dehors, tout ça et va ensemble. Enfin, ça paraît un peu bizarre de dire qu'on bouge en dedans, mais Si, quand même, mais c'était ça, parce que c'était des corps territoires, mais c'était des corps frontières, c'était une manière, tu vois, de se faire retraverser par justement une matérialité des luttes, une manière de sortir aussi justement de cette regard qui n'est pas seulement un regard, mais c'était voilà, une emprise d'un féminisme hégémonique, bourgeois, blanc, mais de montrer comment cette intersectionnalité dont on parle beaucoup, il est un acte. Elle est un acte, elle agit dans les féminismes latino-américains, dans les mouvements urbains, populaires, communautaires, indigènes, ruraux, bien évidemment, et donc agit comme une pratique. Et ça m'a semblé beaucoup plus important, tu vois, parce qu'il n'y a pas de concepts qui sauvent, je disais toujours, il n'y a pas. Mais c'était notre manière à nous de les travailler, notre manière à nous de les faire, de les rendre vivantes, qui nous transforment, donc transformer les mondes. Il s'agit aussi d'imaginer, de comment imaginons, d'utiliser l'imagination politique. Voilà, de la faire agir. Et puis imaginer et à partir de ce qui est déjà fait, en fait, aussi. Tout à fait. Donc il y a toute la dimension utopique de comment penser autre chose, mais il y a peut-être aussi un moment où il faut voir ce qui se fait déjà, en fait. Et ce qui se fait et qu'on aurait pu occulter. Alors tu commences par un chapitre, je te mets dans ton propre livre, hein, qui, comme on met l'église au milieu du village... Le chapitre 1, alors bon, moi, qui est exactement ce dont j'avais besoin par rapport à mes propres recherches, je te le confiais tout à l'heure. Nous les femmes, penser et penser, E et A, le sujet politique du féminisme. Et alors ça, en fait, quand Beauvoir a écrit Le deuxième sexe, apparemment, ça aurait été raconte-t-elle. Hein, elle voulait écrire ses mémoires, et Sartre lui aurait dit qu'il était quand même temps de savoir ce que ça voulait dire être une femme, qui lui, apparemment, s'est beaucoup demandé ce que voulait dire être un homme. Ça a amené à écrire Le deuxième sexe, qui pour coup a plutôt été un gain pour la philosophie féministe, et un gain assez commensurable. Assez dingue, hein, c'est pas, ben je veux dire, il y a bien sûr des choses qui sont datées, discutables et tout dans Le deuxième sexe, mais pour le moment ça reste, enfin pour moi, voilà, c'est encore inatteignable Le deuxième sexe. Absolument. C'est la somme. Toi, tu poses cette question qui est vraiment essentielle, qui rappelle que voilà, alors, qui évacue toute idée du féminin, etc., mais on parlera peut-être de l'essentialisme, mais puisqu'on parle de politique, de qui parle-t-on? Pour moi, voilà, c'était... Donc, comment constituer ce sujet politique? Et ce sujet politique, c'est nous les femmes, ça a l'air d'être facile, nous les femmes. Hein. C'est pas du tout facile, justement. C'était tout le travail à faire. Pour moi, c'était fondamental. La question que je me suis posée, c'était qui est les sujets politiques. Donc, les sujets politiques, c'était les sujets qui luttent. Donc, nous, les femmes, pour moi, c'était justement montrer... D'abord, pour moi, ce que j'entends par nous les femmes, pour moi, c'est les sujets politiques transféministes. Donc, je ne me réfère jamais, bien évidemment, à nous essentialistes. Voilà, à nous essentialistes. Mais ou qui serait exclusivement biologie corporelle, mais ça ne veut pas dire qu'il nie la corporalité ou la matérialité. Tout à fait. Il s'agit d'un nous en construction. Ouais. Moi, j'ai dit toujours un nous en devenir. Le corps n'est pas un critère. Oui, le corps, ce n'est pas un critère. Il est un donné parmi d'autres. Voilà, tout à fait. Et dans cette... Il est un donné parmi d'autres, donc il agit en relation à tout un agencement entre désir, relations, dispositifs qui se nourrissent et qui nous nourrissent aussi malgré nous. C'était aussi en construction parce que voilà, il ne s'agit jamais d'un corps biologique ou morphologique, il s'agit d'un corps en devenir. Oui, et il ne s'agit jamais d'un corps unique en plus, il s'agit de corps pluriel. Tout à fait, pluriel, multitudinaire. Et donc c'est à partir de ces, on peut dire, de ces constats que j'ai pu l'imaginer aussi dans toute sa fragmentarité, dans tout cet éclatement, mais aussi dans toute sa puissance. Ça va dire, nous les femmes, comment deviennent nous les féministes, là où il s'agit toujours, j'ai dit avec une formule intraduisible, mais que ça marche en français, naissance, c'est vraiment non-naissance, mais... Alors là, il va falloir qu'on l'épelle hein, pour que tout le monde puisse le comprendre. Voilà. Donc tu ramènes la naissance, voilà, nous les femmes de naître, de verbe naître, voilà. Du verbe naître, à la non-essence. C'est-à-dire, alors on va quand même redire dans le vocabulaire de la philosophie, l'essence c'est un peu l'idée idéale d'une chose. Voilà, immuable, fixe, une idée fixe, mais donc il renvoie aussi à un corps morphologique, à une identité féminine préalable, à une catégorie immuable.
Et donc, refuser tout essence signifie aussi justement imaginer cette pluralité en devenir, cette construction. C'est nous les femmes qui s'est construit aussi au gré des événements, au gré des luttes et au gré aussi des conflits. Mais la question qui m'a hantée, la question qui me convoque et m'invoque, la question vraiment qui me hante, c'était comment on construit en couvent des luttes. Comment on est ensemble. Comment on est ensemble malgré les ravages, malgré les contextes terribles politiques qu'on vit. Comment rester ensemble, comment lutter ensemble. Et ce qui est d'ailleurs la question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire l'intersectionnalité, c'est à la fois le diagnostic de tout ce qui divise, et en même temps, ça donne le facteur commun. Et moi, j'aime beaucoup ce que fait Charlotte Perkins Gilman, qui n'était pas dénuée de racisme. Hein. Moi, je veux dire, j'en fais pas une sainte. Hein. Mais dans Herland, elle imagine un monde entièrement inclusif parce que fait pour les enfants. Et en fait, maintenant, alors Herland, c'était 1915, États-Unis, elle imagine quand même des femmes blanches dans Herland. Alors, elle ne le précise pas, mais voilà, on sait par exemple qu'elle avait un racisme anti-asiatique assez fort, qui n'est pas explicité dans Herland, qui est peut-être dans la chambre au papier peint jaune. La couleur du papier peint viendrait aussi peut-être de ce racisme. C'est des hypothèses. Mais moi, je trouve qu'en fait, cette question inclusive, c'est celle que l'on a aujourd'hui sur comment penser, par exemple, un monde du travail qui soit réellement inclusif. Si l'employé à temps partiel, avec des gamins handicapés, arrive à vivre et à vivre correctement et qu'elle peut assister aux réunions de façon normale, a priori, c'est que ça va à tout le monde. C'est vraiment quel est le facteur peut-être aussi, c'est ça. Moi je pense que l'intersectionnalité, ça permet de penser comme ça. Et le nous commun, c'est ce nous-là qui va permettre de penser tout le monde et en même temps de rassembler, alors c'est très renanien comme idée, mais autour d'un projet commun et d'une lutte commune. Oui, tout à fait. Et ces projets changent aussi. C'est très long. Mais c'était aussi, c'est vrai, par rapport à des conjonctures, ça veut dire, voilà, les mouvements, tu vois, la force du féminisme, c'était aussi... même si je parle en singulière, voilà, je ne me réfère jamais, comme on l'a dit, jamais, je ne pense pas qu'elle est singulière, mais c'était la force aussi d'un mouvement complètement révolutionnaire dont l'objectif aussi change par rapport aux événements, par rapport à les conjonctures. Donc c'était l'idée aussi de comment c'est construit justement, et un devenir. Il y a une production des subjectivités comme il y a une production de commun. Donc voilà, c'est ce qui m'a... Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que les subjectivités vont changer en fonction des luttes, pas seulement des intérêts, des circonstances, et que la question, c'est aussi comment avoir un féminisme qui permet les réagencements en fonction des gens et de ce qui se passe. Oui, et que jamais, voilà, comment on peut dire, qu'il accepte aussi les conflits, et qu'il accepte aussi ses devenirs. C'est devenir, il accepte aussi l'effet d'être équipe là. C'est pas l'harmonie. Non, c'est genre les femmes, c'est pas l'âge d'or, mythique. Tout à fait. Il n'y a pas l'harmonie absolue, c'est pas vrai. Ça, c'est un mythe, c'est de l'essence. Ça. Voilà. Si on croit que, par exemple, travailler entre femmes, ça suffirait à être un féministe, deux sans conflit, franchement, on se met le doigt dans l'œil. Tout à fait. T'as tout dit. Parce que moi, je pense toujours à cette phrase d'Audre Lorde qui m'a toujours hantée. Je pense que c'est ça. Comment on fait des différences entre nous, on fait des ponts et non des barrières. Ouais. Mais justement, c'était l'objectif. Ce n'est pas facile dans la pratique. Voilà, ce n'est pas du tout facile, mais c'est qu'on travaille pour ça. Comme l'effet que la sororité n'existe pas. Voilà, c'est ça que je dis toujours. Il existe une sorte de solidarité que tu mets en acte, mais ça n'existe pas. Ce concept, c'est un performatif. Pour moi, tu vois, c'est une possibilité, mais ça n'existe pas à l'avance. Ah ben, non. Et puis, enfin bon, moi, la sororité, c'est vraiment un concept qui m'intéresse énormément parce qu'il a une histoire en plus. Il est là dès les origines. Les Saint-Simoniennes s'appellent sœurs entre elles, mais parce que la famille Saint-Simonienne s'appelle famille, avec un père, ils sont à la recherche de la mère, donc ils s'appellent frères et sœurs. Donc la sororité est inventée dans un contexte religieux, sur un modèle chrétien, parce que c'est un néo-christianisme socialiste. Et en fait, ça reste, elles en font une sororité évidemment non biologique, qui est déjà là, mais qui n'est pas sans conflit. Ouais. Et donc, on va peut-être le dire, alors il y a tout un ensemble de difficultés, on va penser à un sujet qui serait féminin. Toi, tu passes quand même directement du côté politique. Si, c'est vrai. Voilà. Donc, y a pas, donc ça permet d'évacuer complètement la question de la difficulté du sujet féminin. Alors moi, littérairement, dans l'essai, par exemple, je travaille aussi le clivage du sujet, comment ça peut s'exprimer dans des difficultés littéraires, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est comment il en est des choses fantastiques, de dissociation, des réalisations.
Bon, non, mais ça permet un peu voilà, de montrer comment se situe Bien sûr. l'une l'autre, et parce que on n'est pas sur les mêmes choses. Et avec cette idée que le sujet féministe, c'est un sujet qui se pense comme collectif et qui doit être prêt à accueillir toujours, non pas l'autre, parce que si l'autre, ça durait un nous et un autre, et donc justement ça, on évacue cette pensée-là, on évacue donc le phallogocentrisme tel que le théorise Derrida et le reprend Cixous ensuite, mais qui va être capable voilà, d'incorporer les différentes contingences, les différentes luttes et cette conflictualité inévitable. Voilà, j'allais dire possible, mais qui en fait est inévitable. Parce inévitable, incontournable, oui, c'est ça. Et c'est ce qui t'amène à voir dans la formule nous les femmes, ce que tu appelles la rupture de l'homogène, pour aller vers quelque chose en termes actuels, on va parler de granularité, mais où en fait voilà, on est différente, c'est une catégorie qui est indéterminée, mais qui va permettre surtout de construire un sujet politique de lutte et de lutte révolutionnaire. Révolutionnaire, ça ne veut pas dire forcément émeute, ça veut dire pour tout changer. Voilà. Si, absolument. Je pense que là, on a résumé parfait. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est dur. Par exemple, là, tu vois, là, j'attrape ça, je suis page 44, je te lis. Dans ce sillage, Françoise Collin écrit « Je suis une femme, mais je n'ai pas une femme ». Pour montrer qu'en fait, l'identité féminine, elle existe, mais elle est une contingence, elle n'est pas ce contenu, ce qui va déterminer, mais ce qui va interpeller, c'est cette catégorisation. Alors dans ce cas, mais pourquoi partir du féminisme et pas, je sais pas moi, des luttes autochtones en général ? Belle question, voilà, parce que c'est vrai que je l'entrecroise, mais parce que pour moi, le féminisme, c'était, voilà, comme j'ai dit, je reprends toujours ça, remettre sur ça, parce que je suis féministe, je me rappelle même pas un moment où j'étais pas féministe, pour moi, c'est les points de départ, c'est les points d'arrivée, c'est les points qui traversent ma vie, donc je pourrais pas ne pas partir des luttes féministes pour aller croiser d'autres luttes qui m'intéressent, qui me travaillent, comme les luttes autochtones, comme les luttes ouvrières. Mais c'est aussi ce qui fonctionne en Amérique latine, ce sont des luttes qui se définissent d'abord par le féminisme. C'est vrai, mais non, pas seulement. Voilà, il y a aussi des luttes, là j'ai pu discuter justement... Là, un préjugé à reprendre. Non, c'était justement... Moi aussi j'étais convaincue que ça, de ça, mais en effet j'ai pu discuter justement quand j'allais au Québec avec des collègues colombiens qui me disaient non, pas forcément. Justement, il y a des luttes des femmes, notamment des luttes des femmes autochtones ou communautaires, qui se définissent pas forcément par le fait d'être féministes, qui n'ont pas besoin. Et là aussi tu vois tout l'enjeu aussi colonial qui peut avoir... À mettre l'étiquette féministe, ça peut aussi être un enjeu colonial. Comment, voilà, on n'a pas besoin, quelquefois, on n'a pas besoin voilà, de se revendiquer féministes, mais des lettres dans la vie, comme c'est le cas, tu vois, même pour toutes les questions écoféministes au pluriel. Moi, que je traite à un moment donné dans les livres, où j'ai dit toujours, voilà, que les... J'allais t'y amener, mais c'est super. Parce que tout m'y a amené à réfléchir sur la question des luttes autochtones, parce que c'est vrai aussi, c'est la même chose. Là aussi, il faut faire toujours attention quand on est récupéré, réattrapé par l'académie, et donc par un contexte institutionnel ou, encore une fois, eurocentrique. Les féminismes communautaires en Amérique latine, et les mouvements communautaires tout simplement, il était écoféministe bien avant de se définir, bien avant que ces concepts soient créés, forgés par Françoise de Beaune. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il voilà, y avait déjà une réflexion au croisement entre les questions d'oppression, les questions d'exploitation et les questions de dépossession. Donc, comment les corps, les territoires et la nature sont touchés par la violence qui est patriarcale, raciale, coloniale. Et bien là, donc on va vers ton troisième chapitre maintenant, peut-être. Alors on reviendra au deuxième. Si. Comme ça, mais là il me semble que le lien est assez naturel. C'est-à-dire que dans ce troisième chapitre, tu expliques que finalement il y a quand même un acquis théorique très spécifique à ces luttes latino-américaines, que l'on peut voir comme féministes en se méfiant de l'étiquette, ça je crois qu'on l'a compris, qui sont des luttes globalement du corps-territoire, et je vais... évidemment, je pense pas corps-territoire avec un trait d'union, et qui sont difficiles à expliquer complètement, et pour lesquels tu passes notamment par de la traduction de concepts autochtones. Mais ça, voilà, la traduction, c'est encore une autre question, mais voilà, qui va avec toutes ces questions de transfert. C'est quoi le corps-territoire?
Je pense que c'est plus simple de te... Je vais me poser la question. Les corps territoires, alors c'est d'abord, c'est une idée force, mais c'était aussi, c'est à la fois, on peut dire, c'est à la fois une idée force, en méthode de lutte, et surtout ce qui m'intéressait dans ces concepts, c'est que c'est un concept collectif. Il est né, c'est pas une femme qui les théorise, mais c'était justement une production collective qui change aussi au fur et à mesure par rapport aux pays dans lesquels voilà, il est utilisé, on peut dire, il est mis à, il est vécu. Donc, au Guatemala, par exemple, il n'y a pas un kit de lutte écoféministe latino-américaine à adapter, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, tout à fait. Et ce qui m'a semblé voilà, puissant dans ces concepts, justement, qu'on sort de toute définition aussi d'un corps propriété, tel que l'habitué à les penser, mais c'était un corps, justement, qui a un rapport, on peut dire un rapport qui n'est pas un rapport identitaire, mais c'était un rapport justement des continuités, des dialogues en permanence avec les territoires. Donc il devient encore territoire terre, par exemple au Guatemala, il devient encore territoire communauté, surtout en Bolivie, notamment. Et dans cette production collective, on peut les voir, on peut les voir comment il est utilisé en tant que méthode de lutte contre toutes les ravages extractivistes et néo-extractivistes des dernières 20-30 ans. Donc là, très concrètement, c'est aller récupérer les métaux, le bois, les ressources premières et énergétiques, enfin les matières premières et les ressources énergétiques du territoire, en laissant derrière un territoire complètement mort. Tout à fait. Et en faisant donc des désastres écologiques absolument monumentaux. Donc ça peut être balancer du mercure dans la rivière, dans le fleuve, etc. Enfin, la déforestation, faire sauter des carrières à la dynamite. Il y a monoculture, des territoires obligés à être dans la monoculture de la soya par exemple. Tout ça, tout ce que tu viens de dire parfaitement, c'est ce qu'on appelle les ravages extractivistes et non extractivistes. Donc, toutes ces luttes-là qui reprennent, des luttes à partir notamment d'un concept comme les concepts des corps territoires, montrent. En effet, lutte de manière tout à fait puissante et réussie aussi, parce qu'il s'agit des petites victoires, mais qui sont, à mon avis, fondamentales parce que ça permet justement d'imaginer et de montrer comme des nouveaux mondes possibles. Et puis, en militantisme, on va se le rappeler, c'est très important, notamment pour éviter le burn-out militant. Si vous vous dites « Ah ben tiens, il faudrait que j'arrive à abolir le patriarcat si possible la semaine prochaine », vous n'y arriverez pas. Il faut se concentrer sur des victoires possibles, des petits objectifs concrets. Enfin, toujours, sinon ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas dévaloriser les petites victoires, parce que en fait déjà on va compter toutes les victoires, mais on n'a pas assez pour s'en passer, et il faut toutes les célébrer et les fêter. Et même quand ce ne sont pas les nôtres, mais ce sont des victoires de l'humanité en fait. Voilà, parce que c'était des modalités très... Et c'est la seule façon de gagner. C'était juste ça. On ne peut pas gagner si on ne va pas chercher les petites victoires. Je vais juste finir ça. Non, c'est vrai, pardon, je ne voulais pas te couper la parole, mais j'ai tu voulais rebondir, mais c'est ça qui est beau. Voilà, parce que j'ai pensé que c'est exactement ça, parce que c'est la seule manière de vraiment réinventer la vie. Réinventer la vie, comme dit Silvia Federici, avec une formule très très beau que j'aime beaucoup, réchanter les mondes. Qu'est-ce qu'on fait sinon? Qu'est-ce qu'on fait si on n'imagine pas des nouvelles possibilités, des nouveaux... de nouvelles façons de vivre qui vont s'opposer à ce qu'on désigne par l'extractivisme. L'extractivisme, c'est dur à dire, mais qui est l'ensemble de ces pratiques qui ne sont pas seulement pas écologiques, qui sont destructrices et complètement délétères et mortifères. Et donc le corps territoire, en fait, c'est un concept autant qu'une pratique, autant qu'une méthode de lutte, donc voilà, je résume ce que tu viens de dire, qui a des variations locales assez importantes, qui est en fait une invention, qui n'est pas un truc qu'on a interprété différemment, mais qui s'invente dans plein de points en même temps, du continent sud-américain, et qui tisse une équivalence entre des choses qui sont d'une certaine manière séparées ou comprises différemment dans la philosophie ou dans le système plus largement de pensée occidentale, à savoir le rapport entre le corps et le territoire. Tout à fait. Et l'effet d'une manière qui n'est jamais essentialiste et jamais, tu vois, ne renvoie jamais on peut dire, à une naturalisation. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les rapports entre les corps et le territoire nous dit qu'il y a les corps subissent une violence qui est la même violence qu'ils subissent un territoire.
un territoire, voilà, subissent une violence et ces violences sont comparables, mais sont jamais, voilà, il n'y a jamais un rapport justement essentialisante. Ouais. Alors parce que très concrètement, ça veut dire, quand vous avez une pollution dans un territoire, ben vous tombez malade aussi, très concrètement, et aussi, quand on met en place des systèmes extractivistes dans un coin, donc par exemple une usine, là il y a un exemple qui est extrêmement éclairant, on va commencer à payer plus les salariés masculins que les salariés féminins, les hommes que les femmes, ce qui va amener l'inégalité, ce qui augmente les violences sexuelles, directement, en fait. Et c'est qu'on appelle ces territoires, justement. Donc ça, voilà, je veux dire, le lien, il est concret et matériel, mais il n'est pas lié au fait d'avoir un corps considéré masculin ou féminin. Voilà, oui, c'est tout à fait. Et il ne correspond pas à la pensée essentialiste qui assimile le corps féminin, pensé comme idéal. Comme nature, donc renvoyer à la terre, à la nature, parce qu'on est plus propre, on est plus proche de la nature, de la terre. Non. Et là, pour ça, tu cites beaucoup Caroline Merchant. Alors, c'est un livre dont je n'ai pas parlé dans une vidéo unique, mais j'avais mentionné dans un autre livre qui est sorti dans la collection sorcière d'Isabelle Cambouraki, qui s'appelle Reclaim, d'Émilie H. Bien sûr. Et ça, j'ai fait une vidéo sur celui-ci. Et donc, entre le travail d'anthologie d'Émilie H et Caroline Merchant, on comprend bien, en fait, globalement. Dans l'histoire des sciences et des savoirs, il y a un moment autour du 16-17e siècle, dans l'âge moderne, c'est vraiment le 17e, sur la philosophie moderne, et Federici montre dans Caliban et la sorcière que c'est aussi le moment de chasse aux sorcières et de colonisation dans un même temps, qui est ce moment de nouvelle philosophie. On le voit aussi quand on rajoute à cette strate l'hydromylé en visage de Lundebog et je reviens David Graeber, mais c'est pas Graeber, c'est Marcus Rediker. C'est un moment en fait de mise au pas du monde sous une philosophie moderne. C'est pas que les philosophes deviennent les maîtres du monde, mais que en fait le colonialisme accompagne une nouvelle philosophie. On le voit très bien avec la figure de Francis Bacon, le premier ministre anglais, qui finance la colonisation de l'Amérique et qui en même temps est le grand philosophe de la philosophie moderne. Et c'est pas un hasard, s'il est tout ça en même temps. Voilà. Ça, c'est vraiment côté Rediker et Lundebog que c'est très étudié. Ça correspond à ce qu'étudie Federici sur l'intersection race, genre, colonie et chasse aux sorcières. Que notamment Françoise Daubonne ramène à un génocide des femmes. C'est plus compliqué au niveau historique et c'est discuté, mais en tout cas, on a des mouvements de pensée et de massacre et de mise au banc des territoires, enfin pas de mise au banc des territoires, mais de nouvelles pensées de la nature que l'on a par exemple sous l'expression qui est beaucoup moins caricaturale chez Descartes que ce que l'on croit, mais qu'on pourra se faire comme maître et possesseur de la nature, mais qui est ramené chez Malebranche à se faire maître et possesseur de la nature, parce que j'ai quand même un peu ma philosophie classique. Et ça que Caroline Merchant dans The Death of Nature, et ça a été traduit en français il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 1 an, La mort de la nature. Si, en 2021, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Elle étudie vraiment en fait cette espèce d'assimilation de la nature à un corps féminin qui est un corps que l'on peut posséder. Et la propriété du corps féminin, du corps, et en particulier du corps féminin, elle se construit très progressivement dans l'histoire d'individualisme eurocentrique, européen, mais ça marche aussi pour les États-Unis, on va dire pour l'Occident en général. Elle va vraiment se finaliser avec la Révolution française. Tout à fait. L'habeas corpus qui nous protège d'un côté, il va avec une nouvelle pensée de la propriété du territoire. Et là, je ramène à Colette Capitan, j'ai fait une vidéo dessus. Je me permets de faire toute la synthèse, mais comme ça, on a toutes les strates. Colette Capitan, c'est la nature à l'ordre du jour 1793-1795. Donc c'est le moment de bascule de la Révolution, où au nom de la même nature, on va libérer les hommes noirs de l'esclavage, alors les femmes aussi, mais les femmes, elles vont être en même temps ramenées à la nature du côté de l'allaitement obligatoire et de ce nouveau mode de patriarcat qui apparaît du patriarcat moderne du 19e siècle, c'est-à-dire qu'on change en fait le statut de la propriété de la terre, parce qu'on enlève le régime féodal et l'ancien régime, et ça en fait, Capitan montre très bien comment c'est différent entre Locke et Rousseau, par exemple, dans la pensée. Et en l'accompagnant justement de l'habeas corpus et d'une nouvelle interprétation de l'habeas corpus, donc, qui est la garantie des libertés civiques, mais pas seulement, entre l'Angleterre et la France. Et cette nouvelle façon de posséder la terre va avec une nouvelle façon de posséder les femmes et de hiérarchiser les femmes. Et donc, c'est la préparation de la minorité permanente des femmes mariées du Code civil de 1804 qui se prépare pendant la Révolution française. Et qui va avec ce nouveau statut de la propriété de la terre.
parce que globalement, les serfs dans le servage appartiennent à la terre, et la terre commence à avoir en fait un propriétaire unique avec le régime moderne, enfin la fin du régime féodal, alors que sous le régime féodal, en fait, la propriété existe, mais on est sur un système de multipropriété, de droit d'usage, de passage entre l'église, tel diocèse, le seigneur, etc. Mais les serfs appartiennent à la terre, et là en fait, le cerf n'appartient plus à la terre, il s'appartient, mais par contre la femme continue à appartenir à la terre, et elle appartient surtout au cerf. Voilà. Je pense que c'est plus clair quand on a tout ça, mais voilà. Et toi en fait, tu comprends parfaitement tous ces systèmes-là, tu cites beaucoup Caroline Merchant, tu cites beaucoup Silvia Federici. Bon, moi après, je suis vraiment dans cette histoire des savoirs et j'ai adoré Colette Capitan si tu l'as pas encore lu. Et c'est Vanina qui me l'avait conseillé. Okay. Tu vois, donc comme ça, la boucle est bouclée. Les non généalogies, nos constellations justement féministes. Et je crois que ça permet vraiment de penser comment en fait, cette assimilation entre, par exemple, l'agriculture, la naissance de l'agriculture est fortement reliée aujourd'hui en histoire à celle du patriarcat, parce qu'il s'agit de posséder la terre, mais aussi on a le mouvement par exemple je fais le symbole là, de quand on laboure, de déchirer la terre et ramener au symbole phallique du viol en fait, pour avoir la reproduction, etc. Donc en fait, c'est-à-dire pour garder des femmes en esclavage et posséder leurs enfants. C'est ça que ça veut dire. Tout à fait. Et voilà, là il ne s'agit pas de ce rapport-là à la terre, mais d'une terre qui va être habitée, qui est un territoire et qui sort de l'extractivisme, c'est tellement dur à dire, et de la dimension d'exploitation de la terre, et donc aussi des femmes. Si, parce que excuse-moi pour ce tunnel. Non, mais t'as trop bien fait justement, parce que c'était comme ça qu'on construit des concepts et on réécrit l'histoire différemment. Ce qui m'a semblé intéressant, c'était qu'à partir de toute cette histoire que tu as parfaitement résumée et reconstruite, c'était ce qui change justement dans ces concepts. C'est ces rapports-là qui changent, parce on n'est pas propriétaire d'une terre comme on n'est pas propriétaire d'un corps. Donc même par rapport, tu vois, aux luttes féministes des années 70, mon corps et à moi, là il y a un changement de perspective. Ce qui m'intéressait de montrer et d'analyser, c'était l'effet qu'on ne manque de rien. On ne manque ni d'un corps ni d'un territoire. On l'habite. On habite un corps comme on habite un territoire. Donc dans cette habitation, voilà, qui n'est pas une possession, donc on sort du registre de la possession de la propriété privée. Parce qu'en fait, c'est une nouvelle façon de penser les rapports plus que de penser des concepts. Tout à fait. Et ça change complètement le concept. Bravissimo. Tout à fait, parce qu'on pense... C'est très, très, très gratifiant de parler avec toi. C'est vrai, parce que la satisfaction que tu as bien saisi les concepts, tu as bien saisi voilà, qu'il s'agit d'un rapport conceptuel. Et si tu comprends ça, voilà, tu comprends toute la transformation en art, donc toute la portée révolutionnaire aussi d'un concept comme un concept de corps-territoire. Voilà, ce qui est intéressant justement, parce qu'une fois que tu saisis ça, tu peux t'en saisir et montrer comment cette histoire, si on la déplace, on fait l'autre voyage au contraire. Je gesticule beaucoup. Ah non, mais j'adore, mais c'est pas de la poésie, c'est pas de la métaphore, c'est une autre façon de penser, d'habiter le monde, et donc qui veut dire, ben voilà, et donc alors ça veut pas dire on est pour ou contre l'agriculture, enfin on est plutôt, voilà, on peut aussi remettre en question l'agriculture, et de toute façon elle est remise en question dans les mouvements écologistes, dans la permaculture, etc. On est beaucoup plus dans le paillage que dans le labour. Le labour est probablement une erreur millénaire, hein, mais une erreur. C'est vrai. Mais de repenser, alors aussi la possibilité d'être nomade dans le territoire, de ne pas forcément avoir un habitat en dur, etc. Et alors en géographie, le territoire c'est toujours l'espace habité. Et c'est un espace que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, je sais pas moi, un mètre de géomètre ou des choses comme ça, ou qu'on n'aménage pas. Enfin, bien sûr qu'on peut quand même aménager le territoire, mais on va avoir une autre façon de vivre avec. En fait, moi j'ai vraiment trouvé des échos très très forts entre ça et le par-delà nature et culture d'Escola, qui montre comment on pense, d'ailleurs beaucoup aussi dans des populations d'Amérique latine, même si on va plutôt chercher ce qu'on appelle parfois des pas plus primitifs, j'aime pas du tout, ça donne l'impression, ça va pas, c'est pas non, bon, ça va pas. Ça va pas, mais sur les peuples amazoniens par exemple, si. Ça c'est mieux. Alors que là, dans les luttes politiques, ça peut être des peuples amazoniens par exemple, mais on a dit aussi urbains, etc. Voilà, des peuples indigènes, voilà, on peut dire indigènes c'est correct, ou autochtones aussi. Et oui. Parce que, alors, je vais quand même expliciter pourquoi primitif ne va pas. Ça correspond à des images naturalistes, c'est-à-dire
qui vont correspondre à des façons de penser selon des modèles naturels qui sont faux. Et le modèle naturel qu'il y a derrière, c'est qu'il y aurait un développement unique, mais que les Occidentaux seraient l'aboutissement de ce développement, alors peut-être pas fini, mais qui serait le plus abouti globalement, et qu'il y aurait d'autres peuples qui seraient primitifs, c'est-à-dire qui seraient un peu arriérés en fait. C'est ça que ça veut dire derrière primitif. Oui, c'est des stades antérieurs du développement. Oui. Et ça, c'est un modèle duquel il faut vraiment sortir, et en fait, les mots le portent encore, et charrient encore cette pensée-là avec eux. Tout à fait d'accord, oui. Non, mais il faut expliquer aux gens pourquoi. Comment il faut se défaire d'un certain aussi héritage et construction conceptuelle, et comment voilà, les mots ne sont jamais anodins, d'ailleurs comme les concepts, comme toutes les questions sont emprises, sont empoisonnées dans cette corpus que j'ai dit toujours, c'est non seulement phallocentrique, mais c'était aussi eurocentrique. Donc, dont on est construit, où on s'est construit, c'est construit la modernité, ce qu'on appelle la modernité, justement, la pensée moderne occidentale. Et cette sortie d'un système comptable, oui. De maître et possesseur et mesureur de la nature, ça va aussi avec des modes de démocratie différentes, et notamment une démocratie par consensus. Et ça, c'est génial. Il faut nous expliquer, Mara. Alors, c'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire, ou je suis en train de te perdre? Non, je suis en train de perdre parce que je ne sais pas si j'ai... Si t'en parles. Oui, toi, j'avais oublié. Tu parles du fait qu'on passe pas par une démocratie par majorité, mais par consensus. Oui, c'est des expériences quand même, voilà, c'est des expériences, comment on peut dire, des petites expériences, voilà, mais réussies. Par exemple, des expériences en Bolivie, voilà, une expérience communautaire que j'étais, voilà, ça m'a semblé une hypothèse valable, ça m'a semblé une forme de démocratie sensible aussi, voilà, qui passe par justement un consensus communautaire, mais c'est que oui, c'est ça, parce que après, je me suis demandé... Non, mais parce que dans la question de comment faire communauté, puisqu'on a dit qu'il y avait des conflits, il y a quand même un moment où il faut être d'accord pour avancer. Et comment on fait pour être d'accord? Voilà, c'est un effet qu'après, par la suite, je me suis demandé aussi, est-ce que sera applicable toujours? Est-ce que sera... Pas forcément, mais ça permet quand même déjà ça permet de penser des choses locales. Voilà. Alors, la démocratie par consensus, ça veut dire qu'on discute jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Voilà. L'idée, c'est ça. Ce qui est pas, justement, c'est qu'il est... Ce qui est aussi un défi, si tu veux. C'est un défi, mais est-ce qu'on peut les faire pour tout? Voilà, pour toute question, pour toute... Alors que nous, par exemple, là, voilà, quand on vote... on va voter, donc c'est la majorité qui l'emporte, et les autres doivent être d'accord parce que c'est la majorité, et si on n'est pas d'accord, c'est voter quand même. Et c'est sûr que ça fait des convictions qui sont bien moins fortes. Ouais. Parce que moi, je me souviens avec toi, par exemple, sur des AG, d'avoir vu, par exemple, j'ai pour contre le blocage à la fac, d'avoir vu des gens qui avaient voté contre le blocage, mais comme le blocage avait été voté, qui avaient été réellement installé les chaises, tu vois, pour bloquer la fac. Et ça, en fait, il y en avait 2-3, hein, c'était pas le reste de l'amphi, quoi. Et là, ce sont des gens qui croient vraiment à ce qui est en train de se passer. Quand bien même ils ne sont pas d'accord dans leurs convictions, ils vont le faire. Et la démocratie par consensus, ça va être on discute, donc des jours et des jours s'il le faut, jusqu'à ce que quelque chose émerge et que tout le monde soit d'accord avec ça. Tout à fait. Ce qui m'intéressait énormément dans cette justement approche, perspective, lutte, pas lutte, dans cette perspective, c'était l'effet qu'il s'agissait aussi des réalités plus petites, des réalités même territoriales, même de quartier. Mais c'est voilà que ça pouvait être un modèle à élargir, un modèle souhaitable, non seulement à composer. Je pense à composer composer toujours avec... Et puis parce que ça apprend une formation, c'est-à-dire que ça nous réapprend à habiter nos corps, nos territoires et nos communautés. Si. Ça nous réapprend, en fait, ça nous apprend à être des sujets politiques. Si. Et ça, en fait, c'est vraiment... alors, c'est chiant la démocratie, hein, et se poser des questions surtout, c'est vraiment chiant, mais par contre, ça s'apprend, en fait. Ça s'apprend, et le pourquoi on le fait, ça s'apprend. Et c'est déjà ça que c'est en train de faire, en fait. C'est vrai.
Non, c'est vrai, j'avais jamais réfléchi, c'est une belle question quand même. C'est vrai parce que j'ai... Mais ça, c'est l'influence de Vanina Mosiconacci et de l'idée d'une pédagogie féministe. Non, Ça, on peut encore embrasser Vanina. Non, et en plus, c'était... Oui, c'était... Parce que je n'ai pas... Voilà, il y a des pages, mais c'était pas... Ah non, mais il y a tellement de pistes dans tous les sens. Tu vois que toutes les notes que j'ai prises dans le livre, voilà, quand je le faisais. Je suis voilà, très, très touchée parce que ça va dire TEDx. Ah, mais ouais, il m'a beaucoup parlé. Voilà, très attentivement. Et c'est vrai qu'il y a des passages sur ça, mais... Et ouais, voilà. Donc, en tout cas, ce corps territoire, c'est vraiment intéressant parce que finalement, il est pratiqué et conceptualisé et réclamé dans pas mal d'endroits en même temps. Alors, il correspond peut-être plus à la formule américaine Our body, ourselves, notre corps nous-mêmes, que à mon corps est à moi. Donc, sur une espèce d'assimilation corps-territoire et sur cette... pas analogie, cette identification qui est faite par plein de femmes à pas mal d'endroits, et donc qui est faite et qui est théorisée de façon différente, mais à pas mal d'endroits, et donc tu permets de montrer qu'il y a une catégorisation philosophique et politique nouvelle, qui est ce corps-territoire, et qui permet d'à peu près tout repenser, dans un contexte où on rappelle le grand apport des philosophies féministes, c'est de penser... c'est de dire que la pensée, elle est ancrée et située. Oui. Et ça permet encore d'ancrer et situer la pensée de façon extrêmement concrète. Et que cet ancrage lui-même, il est théorisé et il est un outil de lutte. Tout à fait. C'est vrai. Alors, c'était exactement ça, c'était l'idée. Voilà. C'est ton livre, hein, je sais pas, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est ton livre. Non, mais ça c'est touchant, c'est émouvant, voilà, d'écouter et d'entendre comment il est très très bien expliqué, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais faire. Voilà. Mais c'est très très réussi, et avec toujours une dimension, on va dire, qui est méta, mais sans être abstraite, qui est réflexive sur ce que cela apporte autant à la lutte qu'à la réflexion intellectuelle, parce que tu montres qu'on ne peut pas penser les deux de façon disjointe, ou alors on rate quelque chose. Et c'est en ça que c'est vraiment une philosophie qui est incarnée. Alors, je vais poser une question vraiment bête, là. Mais est-ce que tu te définirais comme faisant partie de la phénoménologie? Moi, j'ai pas l'impression que ce soit de la phénoménologie tellement. Non, c'est vrai, même s'il s'agit d'une phénoménologie des corps ordinaires, ouais. Tu as raison, s'il s'agit vraiment d'une... Mais non, je ne me définirais pas. Ouais. Parce que je me définis surtout par mon marxisme, matérialisme. C'est plutôt ça, voilà, l'apport. Je pense que l'apport que je donne à la philosophie féministe, c'était ça, c'était mon ancrage, ma formation. Et c'est par ces lunettes-là que j'essaie de lire, tu vois, les luttes féministes. Et même les expériences des corps, mais ça permet de passer, d'éviter d'être dans l'expérience d'un corps, qui serait un peu un idéal type. Tu vois, par exemple, quand on va imaginer, je sais pas, un parcours de femme où il y aurait puberté, avortement, grossesse, ménopause et que des étapes, tu vois, mais qui passe pas justement, et violence hein, souvent, mais qui passe pas voilà, par des idéotypes, mais en fait par les problèmes qui se posent concrètement et qu'il faut résoudre de façon politique. Tout à fait. Non, mais parce que c'est dur, je pense, à saisir pour pas mal de gens, et donc pourquoi moi je suis quelqu'un qui me méfie pas mal de la phénoménologie, quand bien même c'est l'outil de Beauvoir, mais je crois que Beauvoir, elle arrive à faire autre chose, mais elle ne construit pas le sujet politique, nous les femmes. Non, mais c'est vrai qu'elle arrive à les penser à la fin. Elle pense la condition féminine, elle va vers la libération, mais il n'y a pas le sujet politique complet. Parce qu'elle le pense, et en même temps elle l'évacue. Tout à fait, complètement d'accord avec toi. Mais elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas le faire en 49. Elle ne peut pas le faire en 49. Elle les fera, si tu veux, après, dans des articles, où elle commence à réfléchir, mais après... Et dans sa pratique, en soutenant le MLF et tout ce qu'elle trouve de mouvement de femmes et tout ce qu'elle peut. Et là-dessus, avec quelques erreurs de temps en temps, mais ça s'est fait là, en fait, pour Beauvoir. Et où elle a dit, voilà, je disais que c'était pas possible, et en plus, elle a plus bossé les féministes de la première vague qu'elle ne le dit. Je suis d'accord. Ça, on le sait. Mais... Voilà, il y a ça. Et donc là, pour moi, tu es vraiment dans un lignage où je dirais pas que la ligne elle est directe de Beauvoir à toi et que je ne veux pas évacuer, par exemple, Françoise Collin ou Véronica Gago ou plein d'autres femmes. Mais pour moi, en tout cas, tu parles de constellation, mais voilà, il y a vraiment, tu es vraiment une géante sur les épaules de ces géantes. Oh. Voilà. Je ne vais pas être traitée de même non plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire, et ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, et parce que ça permet de repenser le concept. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que je crois que l'abstraction c'est aussi un outil
Alors je vais passer par ce que je dis dans mon bouquin et qui vient d'un article, tu vois, les trivialia. Cette figure de style qui en fait sort de la généralisation et de l'abstraction pour amener à un discours qui est souvent autobiographique et qui a souvent trait aux violences, souvent sexuelles. Donc par exemple, voilà, moi je l'ai vraiment vu chez Crêpe Georgette, la blogueuse, plus du côté du blog que de son bouquin, ou de ses livres, mais j'en ai lu qu'un, que dans Dorothy Ducy, Le berceau des dominations. Dorothy Ducy, elle fait vraiment, elle va vraiment parler, alors soit citer dans son livre, elle va chercher des incesteurs, des hommes, elle va les chercher en prison, hein, donc ce sont ceux qui sont vraiment condamnés, donc c'est vraiment les actes les plus graves. C'est un livre qui est très dur, mais qui est très très fort. Il est vraiment bien, je te l'enverrai. Elle part soit de moments théoriques, soit du discours qui est souvent un peu abstrait, ou qui va mettre en place l'empathie, comme le dit Kettmann, donc l'empathie pour les hommes, souvent dans la bouche des hommes, ou voilà, des moments théoriques, et elle va dire un moment, soit le rapprocher d'un témoignage de victime, soit parfois d'elle-même, qui a été victime, extrêmement sordide, pour montrer aussi ce que ça a d'indécent et de faux. Et en fait, parle quelque chose d'extrêmement violent dans le discours. C'est un livre qui est dur à lire, hein. Elle ramène, elle montre ce que l'abstraction, justement, abstrait et occulte. Tu vois. Et je crois que le fait que tu arrives à avoir du concept qui soit aussi concret est extrêmement important, notamment parce que la philosophie n'est pas seulement une citadelle ou un endroit où des hommes philosophes se retrouvent entre eux, mais on va aussi forger des concepts qui sont particulièrement abstraits parce qu'ils sont aussi des armes, contre d'autres. Bravissimo. Et donc c'est en ça que, voilà, que le corps-territoire, de montrer ce concept en pratique, et qui est un exemple parmi d'autres concepts qui peuvent arriver, tu vois, mais où tu montres aussi, voilà, cette incarnation conceptuelle, c'est un moment qui est extrêmement important aussi pour ces raisons-là. Merci. non, mais il faut le dire, tu vois, il faut vraiment le dire, qu'il y a aussi tout ça derrière. Si, il y a tout ça derrière. Il y a pour moi l'idée que qu'est-ce qu'on fait avec les concepts. C'était la question pour laquelle je suis toujours travaillée, parce que je ne peux pas qu'écrire comme ça. Je ne peux pas qu'écrire qu'en mobilisant les concepts. Mais pour moi, l'idée, c'était aussi, je vais les rendre... Ces concepts ne sont pas opaques. Il faut pas, voilà, il faut que tout le monde peut décrypter, peut détecter ce qu'il s'agit, peut en faire de ces livres en boîte à outils. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les concepts des grèves? On explique sa généalogie, on les voit dans des pratiques. Qu'est-ce qu'on fait avec les concepts du travail reproductif? La même chose. Qu'est-ce qu'on fait avec les concepts des corps-territoires? Qu'est-ce qu'on fait avec C'est nous les femmes? Qu'est-ce qu'on fait avec les concepts finalement? Pour moi, c'était si on ne les voit pas justement dans des pratiques, c'est les concepts sont... Et une fois qu'on s'approprie justement, on montre, comme tu le disais tout à fait de manière... voilà, c'est vrai. Elle est venue pour me flatter. Non, c'est vrai, parce que c'était vraiment... Je pense qu'on apprend beaucoup quand ton livre est si bien lu. Voilà, on apprend aussi à des en-pensées, justement. Des en-pensées, c'est que tu as pensé de les faire, mais tu ne sais pas si tu as réussi ou pas, finalement. Mais c'était l'idée de faire des armes, justement. Des armes et de sortir aussi... de comprendre comment tous ces concepts ont une histoire, que c'est une histoire qui n'est pas forcément, justement, l'histoire qu'on a choisie, mais une histoire qu'on a subie aussi. Oui. Donc, une histoire patriarcale, phallocentrique, violente. Très violent. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on s'approprie? Comment on la réécrit, cette histoire? Ouais. Donc, et comment tu vois, le penser est vraiment important. Il y a une forme de réparation aussi. Tout à fait. Et même en inventant une autre façon de conceptualiser. Alors ça, tu le fais aussi dans ta deuxième partie ou dans ton deuxième chapitre, parce que j'ai quand même envie qu'on en parle. Tu sens le sens de la cabriole là, quand je te ramène. Ah mais bon, je les mène, mes vidéos, je les mène. La fabrique de la reproduction déjouée par la greffe féministe. Et donc tu vois, sur ces questions de concepts incarnés, de politique à partir des corps, etc., on est en plein dedans. Là, il faut peut-être qu'on réexplique ce qu'est le travail reproductif pour expliquer comment on peut le déjouer, ou en tout cas, ce qui se passe avec la greffe féministe, qui ne se passe pas forcément avec les autres grèves. Tout à fait. L'idée, c'était qu'est-ce que c'est le travail reproductif? Le travail reproductif, c'est tous les travaux que les femmes accomplissent depuis toujours, qui n'est pas reconnu comme travail,
Donc, parce que normalement, il est dit qu'il ne produit pas de la plus-value. Pour rester dans le langage marxiste, c'est très très simple par contre. Et les travaux reproductifs, donc c'est l'éducation, c'est la reproduction biologique pure et simple, c'est les travaux, c'est faire de la nourriture aussi, c'est le travail domestique aussi. Tout l'entretien des corps. C'est l'entretien des corps pour aller, voilà, pour aller. Et puis on l'élargit aussi maintenant pour dire que pour reproduction, pour travail reproductif, on entend aussi bien évidemment l'environnement, la nature, l'agriculture, tout ce qui est travail aussi. Alors, ce qui va être de l'ordre, quand on dit pas de plus-value, c'est par exemple toute l'économie de subsistance. Si vous avez un champ qui vous permet de vous nourrir, tout à fait. Et que le produit de votre champ ne va pas sur le marché, il n'y a pas de plus-value. Et donc ça, c'est plutôt du travail reproductif. Et donc globalement, alors ce que montrait notamment Christine Delphi, qui a beaucoup travaillé comme ça sur ses premières recherches, pour mettre en avant le travail domestique. Le travail domestique, c'est pas le ménage. En fait, le travail domestique, c'est le travail à la maison. Mais à la maison, c'est le domus, hein, c'est la ferme en fait. C'est vrai, ce qui la différencie par contre des féministes avec lesquelles j'ai... toi, tu es plutôt côté salaire ménager en fait. Voilà, moi je suis... Voilà, c'est côté... C'est la grande différence entre Delphi et Delphi. Justement, bravissima, c'est la grande différence et les points, justement, les points qui les distinguent dans leur... et même le clivage parfois. Les clivages les plus grands, c'est moi je m'inscris complètement dans la ligne par contre Federici, Leopoldina Fortunati, Maria Rosa Dalla Costa, que c'était la campagne pour un salaire ménagère, mais c'était aussi ce qu'on appelle un féminisme marxiste de la rupture ou hétérodoxe. Voilà. Mais l'idée à la base c'était qu'il y a un double... que ce que les femmes ont fait et font depuis toujours à la maison, c'est du travail. C'est du travail qui n'est pas rétribué, c'est du travail auquel il ne correspond pas un salaire. Et c'était la base, la condition, on peut dire, des possibilités de toute production. Là, par contre, voilà, Delphi, elle n'est pas d'accord sur ça, parce que pour Delphi, le travail, voilà, c'est du travail, bien évidemment, c'est que les femmes font, mais ça ne révèle pas d'un double, on peut dire, d'une double exploitation. Il s'agit plutôt elles subissent, voilà, l'exploitation des hommes. Par contre, pour aller, je vais vite, je résume, pour les féminismes marxistes comme Federici, dans laquelle je m'inscris, il s'agit d'une double exploitation. Elle part déjà d'un capitalisme patriarcal. Donc, c'est déjà le système capitaliste qui est derrière... Qui naîtra du patriarcat et qui arrive... Voilà, qui exploite ses travails. Donc, ce travail doit être rétribué, doit passer par un salaire pour être reconnu. Parce qu'il s'agit d'un travail toujours invisibilisé, refoulé et nié. Donc, naturalisé comme acte d'amour. Donc, si on n'est pas payé, on n'est pas reconnu comme travail. Alors que Delphi, elle va plutôt, et les féministes matérialistes françaises, elles vont plutôt être contre l'idée d'un salaire ménager parce qu'elles vont dire que ça va ramener les femmes à la maison. Ce qu'elles veulent, c'est le partage des tâches, en fait. Oui, mais c'est justement... l'étatisation des tâches ou d'autres choses. Ce qui ne se sont pas compris, justement, et ça, c'est les clivages les plus grands, c'était que salarié c'est travail, ça va dire aussi les déjarrer. Une fois qu'il est reconnu comme travail, pour Federici notamment, ce travail peut être accompli par n'importe qui. Ça va dire, ça c'est les grands clivages. Et moi je suis d'accord totalement avec Federici, voilà qu'il faut les rétribuer. Mais c'était aussi ce qui est important pour moi dans cette campagne, c'était que cette proposition-là, même utopie, même avec toutes les difficultés et les limites qu'elle a, c'est une proposition de lutte, c'est une méthode de lutte. Donc ce qui m'intéresse aussi, c'était comment rendre visible ce qui était toujours invisibilisé, naturalisé, ce qui était toujours vu comme non-valeur. Donc, comment transformer une violence subie, qui est celle de l'exploitation, bravissima, en objectif de lutte, parce que on va pas trouver que la violence est sympa. Hein. Ah, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait parce que moi, je suis très Miss France, hein, la violence, c'est pas cool, changeons tout. Voilà, non, mais c'est parce que c'est ça, justement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on la transforme. Et donc, là, dans ces chapitres-là, ce que je vois, c'est comment la grève, et notamment la grève féministe internationale, qui commence, on peut dire, qu'il a un moment d'abord en Amérique latine et puis été repris en Amérique du Nord, en Europe, et ça est devenu les strikes en 2016, mais c'était en Amérique latine qui naît à l'intersection des luttes contre les féminicides et contre justement la trame économique de la violence. Donc comment on s'oppose à tout ça? On s'oppose par un geste de suspension, de blocage, des refus, qui est la grève. Mais la grève justement ne se construit pas dans une seule journée, elle n'est pas justement réductible à un événement,
mais il est une construction dans le temps, il est un processus. Et ce qui m'intéressait, c'était ce tissage-là, cette texture temporelle aussi. Comment on construit une révolution, comment on construit une insurrection dans les temps. Comment on sort d'une temporalité de l'exploitation, une temporalité d'un temps domestique. Donc, qui va être cyclique et permanent. Comment on sort peut-être aussi de l'idée d'une révolution événementielle façon 1917 mythique, et d'ailleurs qui est beaucoup plus celle du mythe que celle de 17. Absolument. Et qui est surtout due par des hommes pour des hommes. Toujours avec une forme de violence. Tu auras un grand soir, c'est le grand soir. Quoi. Voilà, les grands soirs du grand soir. Ah, le grand soir et les petits matins. Voilà. C'était ça qui m'a... J'en ai trollé quelques-uns, tu sais. Gauchiste. Je te dirai un truc après. Avec les télécaméras spente, comme on dit en italien. On aura droit à dire, faut pas rêver. On aura droit à notre petit moment des confessions. Et donc cette temporalité de la greffe féministe... C'était ça qui m'intéressait, cette temporalité justement qui suspend et invente une autre temporalité. Suspend un temps de l'oppression, un temps notamment d'une oppression, d'une temporalité aussi qui n'est pas très linéaire, si tu veux, pas trop centrique, mais qui change la donne. Et comme elle la change, en inventant des autres modes possibles. Là où il y a un excès d'exploitation, on a un excès d'énergie. Là où il y a un processus, ces processus-là, on les réinvente en permanence par des assemblées, par d'autres manières d'être ensemble, dégenrer aussi des rôles, des mandats. Comme elle dit très bien Véronica dans son livre, justement. Donc Véronica Gago, dans la puissance féministe, aussi publiée chez Divergence. Voilà. Et on embrasse Françoise, l'attachée de presse. C'est vrai. Ah non, mais moi j'y crois, j'y vais. Excuse-moi, je voulais pas te faire rire autant. Je t'ai fait des rails, je suis désolée. Non, moi j'adore. Et c'était ça, c'était justement. Et c'était ça, c'était même ces moments-là, c'est important, les moments festifs. Là, tu me ramènes aussi un temps que j'ai adoré dans les travaux sur les assemblées, c'était aussi des moments des fêtes, des joies. Qu'est-ce qu'on fait des corps ensemble? On invente aussi un temps joyeux, un temps qui n'est pas fait sur la main parade, justement, il est tissé, bien évidemment, il est vécu ou traversé par la violence, mais qu'est-ce qu'on fait? Nos corps ensemble sont capables d'autre chose, sont capables d'inventer d'autres modes de vie, faits par la joie, par la joie d'être ensemble aussi. Et on suspend, même des manières temporaires, cette temporalité-là, de l'oppression, de la violence, et on fait autre chose. C'est ça qui m'intéressait aussi dans cette construction, dans cette cartographie aussi de la greffe féministe, dans ce dispositif qu'on met ensemble, qu'on crée, et qui permet justement de déjouer cette fabrique de la reproduction. Parce que voilà, c'était aussi ça. Qu'est-ce que c'est finalement le travail? Des questions fondamentales qu'on se pose. Le travail, c'est non seulement le travail justement productif, mais c'était aussi tout le travail qui est invisibilisé, refoulé, mais qui permet à la production de se faire, à toute la machine capitaliste de se mettre en place chaque jour, à chaque moment. Et aussi, qu'est-ce que ça va dire féminisation du travail? Là où on ne se limite pas seulement à la présence des femmes, à la grande présence des femmes dans les travaux, par exemple, reproductifs, mais aussi à la manière que le capitalisme a, notamment le système capitalisme en tant que vraiment un système dans lequel on est toutes et tous engloutis, qu'on a on peut dire, adossés à tous les travailleurs et travailleuses des catégories qui sont des catégories qui sont toujours associées aux femmes. Donc l'attention, la réception, la gentillesse, tu vois. Là, tu parles de tout ce qui va être de l'ordre du care et du soin. Tout à fait. Pour lequel on va former les femmes dès leur plus tendre enfance pour qu'elles se mettent au service de tout le monde, et en particulier des hommes, et que les hommes sont plutôt éduqués pour être coupés de leurs émotions et de tout ce qui pourrait être un peu sympa chez eux, quoi. Voilà. Bon, je caricature de façon extrêmement caricaturale, mais c'est pas si loin en fait. Mais c'est pas si loin que ça, tu vois. Mais c'est vrai que parce qu'il y a quand même un truc dans l'éducation des garçons qui est comment les rendre les plus désagréables possible quand même. Tu vois, voilà. Et tout ce travail à faire, c'est justement comment déconstruire tout ça, c'est le travail d'une vie justement, et des mères qui ont à quoi faire avec des mères, mais même d'un corpus justement communautaire pour déjouer tout ça. Voilà, c'était plutôt ça. Et donc créer cette constellation
qui m'a semblé important, à nouveau un voyage théorico-politique qui va des années 70 en Italie, donc cette revendication, une campagne, un salaire pour les travailleurs ménagères, jusqu'à la grande internationale féministe. Donc entre, on peut dire, voilà, ces théoriciens italiennes des années 70 et notamment Veronica Gago, Lucy Cavallero et les autres féministes. Parce que tu cites évidemment beaucoup d'autrices. Si. Il me semble, enfin, beaucoup plus d'autrices que d'auteurs, peut-être quelques auteurs quand même. Ouais, je pense que 2-3 fois c'était là un choix politique. J'ai cité Deleuze, Rancière, mais c'était Derrida, Saïd. Voilà, Saïd, il est visible. Et puis Saïd, c'est quand même aussi, c'est aussi pas n'importe quel auteur. Voilà. Mais tu cites énormément de monde. Et donc voilà, là, c'est aussi en ça qu'il y a bien, que toi-même tu es une figure de transfert. Tu nous montres qu'on peut aller chercher. Alors bon, moi je parle pas espagnol, donc je peux aller un peu moins chercher, mais voilà, bien sûr, on peut quand même aller chercher un peu ce qui se passe, aller voir ce qui se passe, surtout aujourd'hui. Si. C'est quand même plus facile. Et voilà, et aller le bouger, citer, c'est un geste. Alors en ce moment, on a un énorme shitstorm sur Twitter parce qu'il y a un youtubeur, je sais même pas qui c'est, dont on se rend compte qu'il a plagié sans citer les gens et tout. Mais soyez sérieux, les gens, quoi. C'est extrêmement important de citer, et quand on te lit, c'est vraiment la fête de la citation, la fête des noms. Il y a des gens partout, il y a beaucoup de femmes. Moi j'ai envie de lire tout le monde. Alors bon, je vois que tout le monde n'est pas traduit du tout, mais justement, ça permet quand même d'avoir des bouts, de comprendre un peu ce qui se passe, de comprendre aussi les différences. Tu ne cites pas comme si c'était un seul grand texte de plein de femmes, et tu montres aussi, voilà, ce qui bouge, les divergences, les différences, parfois les conflits. Si. La richesse de la pensée qui passe aussi par ça. Si, tout à fait. Pour moi, c'était important. Là, c'était par les coups, c'était pour moi un geste véritablement féministe. C'était une méthode, mais c'était aussi les gestes féministes dans lesquels je m'inscris. Parce que voilà, en suivant Sarah Med, justement, la politique de citation, c'est une politique importante. Donc, il fallait pour moi reconstruire toute cette cartographie des autrices qui m'ont accompagnée. Et qu'il fallait les citer à chaque moment. C'est une manière de les rendre fémages, mais aussi de montrer comment il s'agit d'une boîte à outils. Voilà, l'idée de ces livres, pour moi, c'était, je me suis demandé quel livre tu voudrais lire dans ces moments. Donc c'est ça la question que je me suis posée en écrivant. Et donc je me suis dit, moi j'aimerais bien lire un livre qui me donne des outils, voilà, qui me permet de voir, et notamment, voilà, parce que ce qui m'intéresse, là, c'était politique, mais aussi affectif, c'était l'Amérique latine, donc c'était ça. Je pense que c'était la question, voilà, pour moi c'était naturel, c'était un geste féministe. Oui, mais c'est un geste politique, tu vois, c'est quand même aussi très très important d'offrir cette profusion, de montrer que cette profusion existe, tu vois, parce que quand on parle d'occultation, il faut déjà montrer qu'elles existent, ça les fait connaître, donc ça fait le transfert évidemment, mais tu les fais lire aussi parce que tu les traduis quand même beaucoup, si. Et ça c'est aussi un geste à souligner. Oui, c'est vrai. C'est aussi important parce que bon, savoir que quelqu'un existe quand tu n'en lis rien, même pas une ligne, c'est quand même pas, ça avance pas beaucoup. Tu ne fais pas non plus une synthèse qui serait très statique, tu vois, genre grande catégorie, le féminisme sud-américain actuel. Non, c'est beaucoup parce que tu le conceptualises aussi. Je crois que tu arrives à ne pas parler à leur place, mais à les faire beaucoup parler, et en fait à montrer cette polyphonie en acte. Et à montrer, voilà, donc cette co-construction, cette construction collective d'un concept et d'une méthode de lutte, et que c'est extrêmement inspirant. Voilà. Et que c'est, voilà. Alors, avec des exigences, parce que ça implique aussi ces décentrements qui ne sont pas forcément faciles, mais c'est aussi extrêmement joyeux, et donc j'ai quand même envie de lire quelque chose, un petit bout de la conclusion, ou je te le fais lire. Non, je vais le faire. La joie est une intensification de la vie, une façon de travailler le réel, écris-tu, page 227, de le fracturer par éclats, une manière de déranger, de troubler le continuum de l'oppression. En effet, c'est dans les corps des femmes déchirées et brutalisées, mais en même temps résistants, révoltés, dissidents, indomptés et indomptables, que se situent les chances d'une transformation sociale radicale, car l'action révolutionnaire, telle que les femmes la conçoivent, n'est jamais réductible à un acquis ni à un menu de revendications ponctuelles. C'est une insurrection permanente, et c'est une citation, je ne sais plus de qui. De Françoise Collin. Ah ben voilà, forcément. C'est une citation de Françoise Collin, un de ses derniers articles. Et ça me semblait important justement de conclure avec elle, parce qu'elle m'accompagnait, voilà, c'était sa présence astrale, m'accompagnait pendant toute l'écriture du livre. Et voilà, c'était une manière justement de montrer comme sa pensée, une pensée vivante, de lui rendre hommage, de la faire circuler dans d'autres contextes, et pas les contextes européens dans lesquels elle est plus connue.
Et c'est un geste extrêmement important parce que tu finis sur une citation, tu finis par quelqu'un d'autre que toi. Oui. Alors que tu appelles à l'altérité, enfin l'altérité c'est un peu ridicule d'appeler à l'altérité parce qu'il n'y a pas d'autre en soi, mais à la prise en compte des différences pour construire un nous qui soit un vrai nous et pas un nous et eux. Et c'est ça qui est aussi extrêmement beau dans le geste de finir par une citation. Merci. Mara, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais dire que j'ai oubliées? Non, je pense que tu as tout dit. Tu as traversé tout mon livre, tu as même traversé des pages, des petites notes. Voilà, j'avais oublié de l'écrire. Mais il manque plein de choses dans tout ce qu'on aurait pu dire, mais ça c'est parce qu'il faut aller le lire. Il est vraiment très très beau. Merci. Merci infiniment. Merci à toi. Et je vous dis à bientôt.